Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Alors cette semaine, c'est la rentrée, c'est pas toujours très drôle, mais nous, à La Foi prise au mot, on est très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Alors pour commencer cette nouvelle saison, je vous propose de partir à la recherche d'un génocide, et même d'un génocide oublié, celui des chrétiens assyriens. Il y a quelques mois, vous vous en souvenez, toute la chaîne a fait mémoire du génocide des Arméniens, et le pape François, en proclamant Grégoire de Narek, docteur de l'Église, nous a même tout particulièrement invité à le faire. Mais c'est un autre génocide auquel je vous propose de réfléchir, c'est le génocide des Assyriens. En effet, d'autres chrétiens ont été massacrés en 1915 par les mêmes bourreaux. Ce sont les chrétiens assyriens ou assyro-chaldéens. Alors, moins nombreux que les Arméniens, ils ont été peut-être un peu oubliés, et c'est à leur mémoire que nous voudrions consacrer cette émission. Pour en parler, deux invités. Fikri Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diacre de l'église syriaque orthodoxe, donc vous êtes assyrien, on va après revenir sur ces dénominations. Vous êtes également président de l'Institut syriaque de Belgique, et vous faites une thèse à l'Université catholique de Louvain, justement sur cette question des Assyriens, et par ailleurs vous êtes professeur de religion catholique à l'Institut Saint-Laurent qui se trouve à Liège. Tout à fait. Robert Allot, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, et vous êtes l'auteur de 2 documentaires sur ces Assyriens. Vous les connaissez particulièrement bien, puisque ça fait plus d'une vingtaine d'années que vous travaillez là-dessus. Alors, ce que je propose de faire, c'est qu'on voit un extrait ou une bande-annonce de l'un de vos documentaires. C'est le dernier en date, si j'ai bien compris. Ça s'appelle Seifo. Seifo, c'est le nom de ce génocide. Seifo, l'élimination, centenaire d'un génocide, 1915-2015. Vous êtes le réalisateur et votre co-auteur s'appelle Naré Bet Kiné. On regarde le teasing. Nos grands-parents ont été massacrés durant le Seifo. Partout et sans cesse, nous devons rappeler ce massacre. محلقي لنهراوثو محلقي لقبوني اقتيلي. Les Arméniens, les Syriaques, les Assyriens, les Chaldéens étaient exterminés. À l'intérieur des frontières ottomanes, tous les chrétiens ont été massacrés. Mais jusqu'à maintenant, quand on était en Turquie, personne n'avait le courage de parler du Seifo en Turquie. او شيله مديادي تمام لا شيء في الله بيت بون السراب واقر بردابوني تمام صي واقون داب غوشتي في الله مديادي هال بوبون هنقول لا شيء واجب بشرين هنقيك وشتبونا بيت بون السراب. Première Guerre mondiale. À partir de 1915, le gouvernement nationaliste turc, allié aux Allemands, organise le génocide des chrétiens syriaques, assyriens et chaldéens qui vivent au sud-est de la Turquie. Le djihad est proclamé. 2 régions sont particulièrement touchées. D'une part le Hakkari et les territoires frontaliers de l'Iran, et d'autre part la région de Diyarbakir et du Tour Abdin, proche de la Syrie. Ces massacres font plus de 250 000 morts et effacent la présence multimillénaire des chrétiens araméens. Jusqu'à la fin du XXe siècle, ce génocide restera dans l'oubli. Voilà, alors déjà la bande-annonce est très impressionnante, elle nous dit un peu, elle nous place un peu le décor. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est en fait qui sont ces Assyriens? Alors on a parlé d'Assyro-Chaldéens, on a parlé de tas de dénominations. Qui sont-ils? Quels sont leurs rapports avec les différentes églises? Est-ce qu'ils sont autonomes? Alors je ne sais pas qui veut commencer. Alors effectivement, il y a quelque chose qui est important pour le public, c'est qu'il y a plusieurs mots, plusieurs noms qui désignent ces populations de langue araméenne. Le grand public souvent a entendu au moins un élément, ce sont les populations qui parlent la langue du Christ, entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'en réalité, il y a 2000 ans, le Moyen-Orient parlait l'araméen. Et l'araméen se décline en plusieurs versions, et quelques siècles après, une langue qui s'appelle le syriaque est apparue, qui est issue de l'araméen, un peu comme le français est issu du latin. Et donc, nous avons cette culture araméenne qui s'est développée.
Ces populations s'appellent eux-mêmes les souraillés en général, quelles que soient les églises. Et à partir du XIXe siècle, même s'il y a des débats sur les dénominations qui auraient perduré entre l'Antiquité et le XIXe siècle, à partir du XIXe siècle, on voit apparaître des mots comme assyrien, pour se dénommer. On voit aussi apparaître des mots comme assyro-chaldéen. On voit apparaître des mots comme syriaque. Et ça, c'est des mots qui apparaissent avant tout chez le public occidental ou chez les universitaires occidentaux, qui sont les mots par lesquels on va désigner ces populations. Auparavant, elles étaient désignées sous des dénominations religieuses. On parlait des nestoriens, toujours en Occident. Ce n'est pas le mot qui était utilisé par ces populations pour se désigner elles-mêmes. On parlait des nestoriens et des jacobites, et qui étaient pour l'Église catholique considérés longtemps comme hérétiques, comme des voies divergentes du christianisme et condamnées. Les nestoriens sont les membres de l'Église chaldéenne ou de l'Église assyrienne de l'Orient aujourd'hui, puisque toutes les églises d'Orient sont divisées en une branche catholique et une branche non catholique depuis quelques siècles. Et les jacobites sont maintenant membres de l'Église syriaque orthodoxe ou de l'Église syriaque catholique. Et donc on a ces mots, il faut bien faire la distinction entre deux éléments, c'est la dimension religieuse et la dimension identitaire qu'on pourrait appeler nationale. Parce qu'en France, on a tendance à passer un petit peu sous silence cet aspect identité nationale, en parlant des chrétiens d'Orient ou des chrétiens d'Irak, etc. En réalité, il y a quand même aussi une question d'identité. Et donc ces chrétiens se sont appelés assyriens ou ensuite assyro-chaldéens, par exemple au moment des traités de paix de 1919. Mais en faisant référence à l'Antiquité, en disant nous sommes les descendants des Assyriens de l'Antiquité, puisque nous habitons dans la région qu'on appelle Assyrie, c'est-à-dire la région qui est centrée autour de Mossoul et qui s'étend au nord jusqu'à Diyarbakir et au sud du Kurdistan. Mais beaucoup plus récemment, on a vu apparaître des dénominations comme araméens. Et on entend maintenant souvent parler des araméens. Et tout ça est lié à des conflits internes dans ces communautés, à des luttes d'intérêts entre des groupes politiques, entre des églises. C'est un peu compliqué. Il y a donc ces mots araméens, assyriens, assyro-chaldéens et syriaques qui en réalité désignent grosso modo les mêmes populations. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes les plus anciens chrétiens ? Est-ce qu'on peut aussi dire ça ? C'est-à-dire, vous voyez, pour que peut-être, oui. Mais on peut le dire d'une manière... Lorsqu'on lit dans la lettre, plutôt dans les Actes des Apôtres, chapitre 11, on parle de la conversion, plutôt la communauté non-juive d'Antioche se donne le nom de chrétien. Oui. Et Antioche, à l'époque, qui était la capitale de la Syrie, a reconnu le christianisme sans être juif, sans lien, je dirais, avec le judaïsme, et en prétend que ce soit la première communauté. D'accord. Et Antioche, il faut bien le dire, c'est dans la région, oui. C'est actuellement en Turquie. Donc c'est actuellement en Turquie, on est en plein dans ce syrienne, monde assyrien, si on peut tout dire. À fait. Oui. Tout à fait. Et alors, et on a gardé aussi beaucoup de liens avec les anciennes, moi je dirais, populations, les anciens rituels, que ce soit du côté du côté juif, que ce soit du côté aussi antique. Par exemple, l'enterrement des évêques se met toujours comme, je dirais, à l'époque des Assyriens. Il se fait assis devant, avec la crosse en main et la croix. Donc vraiment, de la même façon que l'enterrement du roi. Assyrien. Et donc vous avez recueilli tout l'héritage à la fois donc antique et puis aussi de l'Église de Jérusalem. Et de l'autre côté, du côté Jérusalem aussi, par exemple le prêtre est pratiquement le symbolique du prêtre du temple de Jérusalem. Sa manière d'être à l'Église, l'entrée, les habits, pratiquement tout. Donc il y a des rituels des deux côtés qu'on a gardés. Pour bien, on l'a dit, mais il y en a. Enfin, certaines églises sont rattachées à l'Église catholique, certaines églises ne sont pas rattachées. Peut-être pour information, vous, je vous ai présenté comme exactement diacre de l'Église syriaque orthodoxe. Tout à fait. Comment elle se situe ? On va pas passer en revue toutes les dénominations, c'est très compliqué. Mais qu'est-ce qui vous caractérise ? Oui.
ce qui nous caractérise par rapport aux autres églises ou bien ce qui nous caractérise par rapport au monde, je dirais, catholique occidental? Les deux. C'est-à-dire, j'aimerais bien quand même attirer l'attention sur le fait que l'intérêt de l'Église catholique a commencé à partir du schisme ou de la séparation de la Réforme. Pour stopper l'évolution du protestantisme, le catholicisme a développé ce qu'on appelle les missionnaires chez nous. Et ces missionnaires-là, pour essayer surtout de ramener cette population perdue à la vraie foi ou à l'Église catholique, c'est à partir du 16-17e siècle, on voit l'apparition des missionnaires en Orient, et à l'époque donc de l'Empire ottoman. Et c'est ainsi comme ça, vers le 18e siècle, l'Église syriaque orthodoxe, il y a donc d'une manière tout à fait officielle, elle a ce qu'on appelle la branche de l'Église syriaque catholique, avec l'appui de la France, du Vatican, etc. Et la même chose, à partir du XVIe siècle, déjà, l'Église assyrienne, dite nestorienne, comme Robert vient de le dire, elle va avoir la branche catholique chaldéenne. D'accord. Et alors, vont rester séparés, je dirais, sans communication pendant longtemps. Et il fallait attendre peut-être la Première Guerre mondiale pour avoir une communication et une communication sincère et honnête, d'où les unions entre les églises et le premier accord qui a été signé, y compris par les patriarches, d'où l'appellation assyro-chaldéen-syriaque pendant la Première Guerre mondiale. D'accord. On peut dire qu'il y a une présence continue depuis l'époque du Christ. Enfin, j'allais dire, c'est votre région. Vous ne l'avez jamais quittée. Si, nous l'avons quitté, la région, avec les événements de 14... mais depuis, avant c'était une présence complètement continue. Tout à fait, ah oui. Je veux dire, ce qui, pratiquement, le Tur Abdin, depuis l'acceptation, moi je dirais, de la religion chrétienne au Tur Abdin, de la région donc, de Mésopotamie, jusqu'à aujourd'hui, c'était la continuité, oui. Ouais. Alors, on va maintenant rentrer plus précisément dans le Seifo, donc dans le génocide. Je me tourne encore vers vous, puisque vous avez fait un deuxième documentaire qui s'appelle Les Derniers Assyriens. Alors, je vais vous proposer qu'on regarde un peu un extrait de ce documentaire qui va nous permettre de comprendre pourquoi, les prodromes, les débuts du génocide et pourquoi est-ce qu'il y a un génocide. Et puis ensuite, on reviendra pour expliquer. Donc, on écoute le documentaire. Vous êtes l'unique auteur et réalisateur. Ça date de 2003. Tous ces paysans qui se disent avant tout chrétiens vont commencer à se réclamer d'une même identité ethnique sous le nom d'Assyriens ou d'Assyro-Chaldéens, et bien plus tard d'Araméens. Pour la première fois, ils rêvent d'une nation, fondée sur une langue commune et sur leur lien avec la Mésopotamie antique. Le nationalisme commence à émerger dans cette région du Moyen-Orient à partir du début du 19e. Le nationalisme est une arme à double tranchant. Le nationalisme permet à une communauté de s'affirmer, d'affirmer sa nation, son identité, et en même temps le nationalisme, dès lors qu'il se radicalise, est excluant. D'où donc les réactions du nationalisme turc, du nationalisme arabe, du nationalisme persan, du nationalisme kurde, du nationalisme assyro-chaldéen lui-même, qui a fini par distendre les communautés les unes des autres et en conséquence des massacres eu lieu de la part de l'Empire ottoman à partir de 1842-1843 et particulièrement en 1895-96 à Adana, qui cherchait à faire fondre toutes les populations de l'Empire ottoman dans un même moule national turc. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que, Robert Allo, est-ce qu'on peut dire que ce qui a finalement créé les deux génocides, arménien et assyrien, c'est le nationalisme turc? C'est ce qu'on répète, mais en même temps, on a l'impression que, le nationalisme, il y en a toujours eu. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, ça devient un problème? Bien évidemment, il y a déjà eu tout au long de l'histoire, il y a eu des massacres de chrétiens au Moyen-Orient. On ne va pas y revenir en détail, c'est une longue histoire, mais il est important de bien préciser que l'histoire des chrétiens n'a pas été un malheur permanent pendant 2000 ans. Il y a eu de nombreuses époques où les choses se passaient de façon tout à fait paisible. À l'époque, à l'âge d'or des Abbassides, au début de l'Empire arabe,
Il y a eu plusieurs siècles relativement calmes, où il y a eu des très grandes avancées culturelles. Il y a eu d'autres époques extrêmement dures. Je pense aux invasions de Tamerlan au XIVe, XVe siècle, où là, il y a eu des exterminations de masse de chrétiens. Donc on voit que, suivant les époques, les choses changent. Je laisserai bien sûr Fikri parler de tout ça, parce qu'il est beaucoup plus que moi spécialiste de l'Empire ottoman. Mais par exemple, entre le XVIe et le XIXe siècle, d'après les recherches actuelles, le pourcentage de la population chrétienne a plutôt augmenté dans ces régions. Donc ça veut dire que les choses se passaient pas si mal. En tout cas, plutôt mieux pour les chrétiens que pour les autres. Voilà, c'est pour dire qu'il n'y a pas toujours eu des problèmes. Le nationalisme, c'est, au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est une idéologie qui s'est développée en Europe, et en France en particulier, à partir du XVIIIe siècle. C'est une idéologie très particulière qui fait coïncider une entité politique avec une entité culturelle, ce qui n'était pas le cas dans les empires. Que ce soit l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman, on a un empire qui est une entité politique qui contient de multiples entités culturelles. À partir des nationalismes, on dit il y a, grosso modo, un peuple, une langue, une nation, une culture, et tout ça doit être cohérent avec un territoire. Et donc là, il y a des enjeux qui deviennent extrêmement importants. Ça s'est vu avec la France, est quasiment à l'origine de ce concept, avec la Révolution française. Et on a exporté, pour le meilleur et pour le pire dans cette situation bien sûr, cette idéologie européenne, et qui est arrivée dans l'Empire ottoman qui traversait des difficultés considérables de délitement. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu monter le nationalisme. On a vu dans l'Empire ottoman des gens qui finalement recopiaient ces idéologies européennes. Et donc, ça a effectivement bien débouché sur ces massacres, puisque les Turcs, qui dominaient politiquement l'Empire ottoman, ont commencé à vouloir dire « ici, il n'y aura que des Turcs, de langue turque et de culture turque », ce qui n'avait jamais été le cas. Je crois que pour en arriver là aussi, il faut comprendre un peu le système de millet. Le système de millet, c'était une autre manière que l'Empire ottoman a remplacé par les dhimmis. C'est avec la conquête déjà de Constantinople, l'Empire ottoman va reconnaître la communauté d'abord grecque comme millet. Le millet, et puis pratiquement 20 ans après, elle va reconnaître la communauté arménienne comme millet. Ça veut dire quoi Millet, on peut le traduire comme communauté ou comme nation, mais pas dans le sens politique du terme. C'est-à-dire qu'il faut un interlocuteur religieux, ils pratiquent librement leur religion, mais ils doivent payer à jizya, donc un genre de dîme, voilà, supplémentaire par rapport aux musulmans. Ils ne peuvent pas participer au pouvoir. Mais l'interlocuteur, c'est le patriarche. Et ça a continué pratiquement jusqu'au XIXe siècle. Au XIXe siècle, beaucoup de jeunes Turcs, ou jeunes Ottomans à l'époque, qui a pris après le nom de jeunes Turcs, ont étudié en Occident. C'était des sortes des hommes politiques, des élites un peu nouvelles. Tout à fait, mais c'était des médecins, des étudiants de l'université d'Istanbul qui ont même quitté Istanbul pour étudier à Paris, en Angleterre, et influencés surtout par le darwinisme social. Le darwinisme social, c'est quoi ? Pour mieux comprendre, c'est la loi du plus fort. Et en même temps, la faiblesse d'une communauté, c'est des avantages pour l'autre communauté. À partir du 19e siècle, je viens un petit peu sur le système de millet pour mieux comprendre un petit peu pourquoi, par rapport aux Assyriens et aux Arméniens aussi. À partir du 19e siècle, l'Empire ottoman commence à perdre du territoire, surtout en Occident. Donc les pays balkaniques commencent à retrouver leur indépendance, la Grèce, la Serbie, Bulgarie, Roumanie, et on exige dans l'Empire ottoman des réformes, c'est-à-dire réorganiser autrement le pays pour le mettre au même pied d'égalité que celui de l'Occident, ce qu'on appelle les tanzimat. Les tanzimat, c'est des réorganisations. Par exemple, au lieu de la loi charia, il faut maintenant une constitution. Et la constitution, c'est les Arméniens qui vont l'écrire. Et il faut, par exemple, au niveau financier. Donc, un musulman ne participe pas aux finances parce que les intérêts et tout ça sont interdits. Et alors, c'est les chrétiens qui prennent petit à petit. C'est intéressant ce que vous dites. C'est-à-dire que vous vous êtes transformé, enfin je dis vous, voilà, vous vous êtes transformé en une sorte d'élite qui n'était pas une élite turque. Tout à fait. Et c'était ça qui gênait. Tout à fait. Un exemple aussi, par exemple, au niveau de l'enseignement. L'enseignement, ce n'est plus les ulémas, donc les chefs religieux de l'État qui organisent. Cette fois-ci, c'est des collèges privés. C'est ainsi comme ça les missionnaires vont développer leurs écoles privées de l'Empire ottoman. Et tous les professeurs de ces écoles-là, c'était des Arméniens, des Syriaques, des Grecs. Et le monde intellectuel
et financier, c'était les chrétiens, donc qui étaient en minorité bien sûr, mais ils payaient bien toujours leur... Ce qui générait maintenant comme problème ces jeunes Turcs influencés par le nationalisme donc occidental, donc arrivent au pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire de ces populations qui vont nous envahir? Est-ce que le problème est, comme vous le montrez, politique ou est-ce qu'il est aussi religieux? D'abord, c'est politique qui est devenu après religieux. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le mot millet qui est devenu par après petit à petit nation, même communauté, non plus chrétienne, je dirais, non plus religieuse, cette communauté, elle devient une nation. Par exemple, la constitution arménienne a été écrite bien avant la constitution turque. Oui. Donc, constitution tout à fait civile. Et après, les Arméniens, ce qui ont permis donc, à l'Empire ottoman de copier leur propre constitution. Donc, petit à petit, je dirais, l'envie d'éliminer, non une église, parce que les églises, ça les intéressait, d'avoir une religion en domination comme à l'époque de donc, 15e, 16e, 17e siècle. Ça les intéressait. C'est pour ça Abdülhamid II, il va essayer de freiner et il va même carrément supprimer la constitution. Et il va faire appel à des tribus kurdes pour essayer de remplacer tous ces chrétiens petit à petit. Oui, donc on arrive justement au tournant du siècle. Ça, c'est les premières répressions. Enfin, c'est même beaucoup plus que ça. Vous avez prononcé le nom du sultan, Abdülhamid II. Donc on est en 1895. Qu'est-ce qui va se passer entre justement cette fin du siècle et jusqu'en 1915 ou 1916? Je voudrais juste compléter ce que vient de dire Fikri pour faire la différence entre ce qui s'est passé pour les Arméniens et ce qui s'est passé pour les Syriaques, Assyro-Chaldéens, au sens où les communautés syriaques, assyro-chaldéennes avaient été beaucoup plus détruites par le passé vers le 14e, 15e siècle, ce qui fait qu'elles avaient quand même un moins grand accès au très haut niveau intellectuel que les Arméniens. Et Fikri a souligné que les Arméniens avaient eu un rôle central au niveau intellectuel dans les développements de l'Empire ottoman au XIXe siècle. Les Syriaques et les Assyro-Chaldéens, qui vivent dans des régions qui sont aujourd'hui, vous voyez, à la frontière entre la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, avaient été vraiment laminés culturellement, et donc ils n'étaient plus du tout dans une situation aussi brillante qu'ils avaient été au Moyen-Âge. Et donc ça fait une vraie différence qui explique peut-être en partie pourquoi on a beaucoup parlé du génocide arménien et très peu des génocides syriaques, assyro-chaldéens. C'est une des nombreuses explications. Tout à l'heure, j'ai parlé des millettes, par exemple, et le patriarche arménien, pratiquement jusqu'en 1882, il représentait toutes les communautés orientales chrétiennes. Donc c'était le seul représentant. Alors petit à petit, ces minorités chrétiennes vont devenir millettes aussi, une nation. C'est à ce moment-là que pratiquement le gouvernement turc va définir clairement qui fait quoi, et qui va faciliter encore davantage, je dirais, l'organisation vers l'élimination d'une communauté, d'où la communautarisation après. Donc 1895, premier grand massacre, on en parle assez, même en Occident, on appelle le sultan le grand seigneur, AI, celui qui saigne. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Parce que Abdülhamid, c'est vraiment le dernier grand sultan de l'Empire ottoman. Après, ça part en déliquescence. Oui. Donc, il y a, au début du XXe siècle, vraiment le mouvement jeune turc. Et devant les échecs récurrents du système politique ottoman, il va y avoir l'émergence autour de 1908. Il y a eu des mouvements révolutionnaires qui vont vraiment mettre au gouvernement ce qu'on appelle les jeunes Turcs, donc vraiment une toute nouvelle élite, imprégnée de nationalisme, au début extrêmement progressiste, et au début les minorités au sens large, parce que les Arméniens c'est une très grosse minorité, vont être assez favorables en pensant que c'est vraiment la modernité occidentale qui arrive. Malheureusement, très vite, il va y avoir des massacres gigantesques comme en 1909 à Adana. Très très vite, donc, ces élites vont se reformater par opposition aux chrétiens. Et il va y avoir à nouveau des massacres de chrétiens. Et donc, tout d'un coup, il y a une énorme désillusion chez les Arméniens, chez les Assyro-Chaldéens, les Syriaques, en se rendant compte ce qu'ils avaient pris pour une évolution à l'occidental, une ouverture, s'avérait une fermeture avec un risque de plus en plus grave
d'élimination physique. Et c'est vraiment les prémices de ce qui va se passer en 1915. Alors, on va regarder ce qui va se passer en 1915, mais auparavant, je vous propose de regarder un autre extrait de votre documentaire, Robert Allo, Les derniers Assyriens. C'est justement le passage où on voit un peu le début du génocide. Donc, on regarde Les derniers Assyriens. L'Empire ottoman entre en guerre en novembre 1914 aux côtés de l'Allemagne. Sur le front Est, il utilise des supplétifs kurdes qui connaissent bien le terrain. La tuerie des Arméniens commence. Les Assyriens qui vivaient dans des montagnes inaccessibles combattent les Turcs sous les ordres du patriarche Mar Shimoun XXI, leur chef politique et religieux. Isolés, ils fuient vers la Perse pour se battre aux côtés des Russes. Le général Petros Elia de Baz prend la tête de cette petite armée et devient leur héros national. C'est un moment fondateur pour ceux qui se réclament de cette toute jeune nation. Mais en octobre 1917, c'est la révolution bolchevique. Abandonnés par les Russes, ils seront massacrés par l'armée turque. Le patriarche assyrien, Mar Shimoun XXI, est assassiné par les Kurdes. Certains fuient vers la Russie. Des dizaines de milliers d'autres meurent en tentant de rejoindre l'armée britannique en Mésopotamie. De leur côté, les Syriaques du Tour Abdin et de Mardin, qui étaient restés pacifiquement dans leur village, sont massivement exterminés. Cette tragédie fait 1 à 2 millions de morts, non seulement des Arméniens, mais aussi des Assyro-Chaldéens, de toute confession, qui meurent de faim, d'épuisement ou tués par les Ottomans. Oui, en regardant cet extrait, j'ai une remarque, là, vous avez dû travailler beaucoup parce que c'est très difficile de trouver ces images-là. Elles sont quasiment... oui, les images d'archives sont rarissimes. En archives filmées à proprement parler du génocide lui-même, on a évidemment, c'est comme pour la Shoah, il n'y a pas un caméraman pour filmer les exterminations. On a un certain nombre de photos, mais effectivement, il y a les archives Armin Wegener qui contiennent aussi beaucoup de choses concernant les Arméniens. Il y a un certain nombre de photos qui émergent petit à petit, parce qu'en réalité, il y avait quand même, la photographie était déjà développée, surtout en Occident. C'est évident que là, on est dans des régions très perdues, très lointaines, où toutes les techniques occidentales étaient peu implantées. Mais il y a eu des photos, en particulier prises par des Européens, des Occidentaux, des missionnaires, etc. Mais elles étaient restées dans des tiroirs. Et c'est depuis une vingtaine d'années qu'on les voit sortir tout doucement des tiroirs et des gens qui retrouvent. Donc effectivement, il y a un travail de documentation important. C'est important ce que vous dites, parce que on conclura là-dessus, mais c'est un génocide qui vraiment a été oublié. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'images, on a même essayé de faire un peu de silence là-dessus, donc c'est l'occasion de... Depuis, effectivement, les années 20, on en avait parlé, on va en parler tout à l'heure. Après les années 20, où il y avait eu les problèmes soulevés à la conférence de la paix, ça a été définitivement oublié. On n'en a plus jamais parlé, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, on va dire. Alors, on revient donc au déroulement des événements. Est-ce que vous diriez que, pardonnez-moi l'expression, mais les Assyriens ont été mis dans le même sac que les Arméniens? Je veux dire par là que le nationalisme jeune turc n'a pas fait de différence, ou au contraire, vous voyez une différence très claire? Il y a aussi une différence, c'est-à-dire la différence dans le sens, le gouvernement des jeunes Turcs avait bien l'intention d'éliminer aussi les Assyriens. Entre autres, il y a le télégramme qui a été envoyé par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Talat Pacha, le 26 novembre 1914, donc bien avant l'entrée même de l'Empire ottoman en guerre. Et il envoie au gouverneur de Van, donc de Hakkari à l'époque, dépend de Hakkari, pour l'élimination et surtout la déportation des Assyriens qui vivent comme tribus autonomes et indépendants dans cette région-là. Donc l'idée d'éliminer les Assyriens est vraiment quelque chose qui a été organisé par le gouvernement ottoman de l'époque aussi. Alors comment ça se déroule? Comment on fait un génocide? Ce qui est intéressant pour bien différencier le génocide arménien du génocide assyrien, c'est que ce qui s'est passé il y a deux grandes régions où le génocide assyrien a eu lieu, même si il s'est réparti sur l'ensemble du territoire turc. Mais il y a cette région du Hakkari qui est frontalière avec l'Iran. Et donc là, il y a donc une première série de massacres de masse qui va se passer dans les montagnes du Hakkari, près de la frontière iranienne, puis du côté iranien. À l'époque, cette frontière n'existe pas comme elle existe aujourd'hui. Et il y a une deuxième extermination de masse qui, elle,
dans sa forme, fait plus penser au génocide arménien, c'est tout ce qui s'est passé dans la région de Diyarbakir et au Tour Abdin. Hein. Et donc ces deux régions ont été vraiment absolument dramatiquement massacrées. On trouve aussi des massacres dans toutes les autres villes de l'Est de l'Empire. Au Hakkari, vous voyez, le génocide arménien commence en avril 1915, c'est connu. Eh bien, dès l'été et l'automne 1914, des massacres commencent au Hakkari et chez les Assyro-Chaldéens frontaliers en Iran. Ce qui montre bien qu'il y a quand même une différence et on peut vraiment séparer les choses. Au début, ce sont les Kurdes. Tant que l'Empire ottoman n'a pas déclaré la guerre officiellement, puisque cette guerre a été déclarée en novembre 1914 officiellement, et l'Empire ottoman s'est mis aux côtés des Allemands, ce sont souvent des Kurdes, parce que les Turcs avaient formé des bataillons kurdes extrêmement performants dans le massacre, qui ont attaqué les Russes, puisque cette partie, il faut bien comprendre qu'il y avait une guerre qui se passait avec les Russes depuis déjà un certain temps, entre les Turcs et les Russes dans cette région que se disputaient Russes, Turcs et même Anglais d'une certaine façon. Et on voit des Kurdes attaquer les Russes dès fin 1914. Et une chose qui va se... Donc il y a des massacres, des villages assyriens dans le Hakkari qui sont détruits, des massacres de masse déjà. Et côté iranien aussi, on voit des Kurdes qui tuent par centaines les Assyro-Chaldéens qui sont du côté iranien, mais qui sont exactement de la même culture, hein, cette frontière étant extrêmement poreuse. Et un événement vraiment dramatique va se passer, c'est janvier 1915, l'armée russe se retire de cette frontière iranienne, parce qu'ils ne sont pas assez nombreux pour la défendre, et donc l'armée turque et les Kurdes qui travaillent avec eux vont se retrouver totalement libres d'envahir cette région iranienne. Et entre janvier et mai 1915, il va y avoir des massacres considérables. Les Turcs et les Kurdes peuvent s'en donner à cœur joie, plus personne ne s'oppose à eux, ils sont devant des populations civiles, totalement désarmées. Et donc, on va avoir des massacres extrêmement massifs. Il y a des exodes qui se produisent où des Arméniens et des Assyro-Chaldéens fuient vers le nord, vers la Russie, pour tenter de sauver leur peau. Il y aura des quantités énormes de victimes, hein, parce que ça se fait dans des conditions dramatiques. Des gens se réfugient dans les missions américaines, missions catholiques, missions françaises, etc. Mais ça n'empêche pas les Turcs et les Kurdes de rentrer parfois dans les missions, de venir tuer les gens. Et il va y avoir ensuite, à partir de l'été 1915, un autre événement qui est que les Assyriens, ces fameuses tribus assyriennes qu'on appelait autrefois les Nestoriens, qui vivent dans les montagnes du Hakkari, qui sont des tribus libres et indépendantes, ce qui est rarissime à cette époque, hein, dans cette région. Ils sont vraiment libres et indépendants, ils se défendent eux-mêmes, ils sont alliés ou pas avec des tribus kurdes, etc. Devant les massacres perpétrés par l'Empire ottoman, par les Kurdes et les Turcs, les villages sont détruits, sont attaqués par l'armée ottomane. Eux, ils ont quoi? Ils ont quelques fusils face à une armée moderne, armée par les Allemands. Enfin, vous voyez. Donc, décident, in extremis, et vraiment contraints et forcés, de fuir. C'est-à-dire un immense exode, puisqu'on estime qu'il y avait 100 000 Assyriens dans le Hakkari, un immense exode va s'organiser où tous ces gens vont partir, comprenant que c'est fini pour eux dans cette région, pour tenter d'emmener leur bétail, emmener ce qu'ils peuvent, emmener des charrettes avec On est dans des montagnes extrêmement hautes. Imaginez, je sais pas, les Alpes. Et il va y avoir un exode de ces 100 000 Assyriens pour tenter de rejoindre l'Iran et l'armée russe. Puisque, entre-temps, les Russes sont revenus, hein, en mai 1915, les Russes sont revenus du côté iranien, et donc ils offrent une certaine protection. Et cet exode va être absolument dramatique, et des dizaines de milliers d'Assyriens vont mourir en tentant de rejoindre les lignes russes en Iran. Voilà déjà les premières étapes. J'aimerais bien quand même ajouter 2-3 mots concernant la responsabilité de l'Empire ottoman en direct. Tout à l'heure, on a parlé de la responsabilité de Talat Pacha, mais là, directement, vraiment au mois de mai 1915, on remplace le gouverneur de Hakkari, donc de Van plutôt, par le beau-frère de Enver Pacha. Donc le ministère, c'est les deux grands ministres avec Djemal Pacha, ils étaient 3. Oui, ils étaient 3. Voilà. Mais ici, directement,
donc le gouvernement ottoman était impliqué. Donc l'idée de Talat Pacha, à la limite d'avant la guerre, d'avant le génocide de 15, est arrivée à sa, je dirais, à son terme grâce à cette déportation, élimination complète. Et depuis, les Assyriens n'ont jamais regagné cette région-là. Jamais, jamais. Beaucoup d'entre eux sont morts de la déportation, même au sud aussi, vers Ahmadiyya, vers l'Iran, et de là vers... et puis après, de nouveau, les exodes pendant 3 ans. D'où l'assassinat en 1918 du patriarche de l'église assyrienne, Mash'Maun. Donc c'est pour ça, le gouvernement, assez souvent aujourd'hui, le gouvernement turc ou le gouvernement ottoman était impliqué directement dans ces éliminations et massacres. C'est eux qui commandaient, entre autres, les Kurdes. Dans la définition d'après la guerre d'un génocide, il y a souvent, on retient souvent deux dimensions. Donc ça va nous permettre de voir s'il s'agit vraiment d'un génocide. L'une des dimensions, c'est le caractère très organisé. Donc pour vous, c'est ce que vous venez de dire. L'autre dimension, c'est le fait qu'il y ait volonté d'éradication. Donc on s'attaque aussi aux enfants pour pas qu'il y ait de retour de la culture. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça veut dire que les Turcs sont arrivés dans les maisons, ont tué tout le monde? Tout à l'heure, lorsque j'ai expliqué concernant ces dirigeants, c'était des darwinismes sociaux. Le darwinisme social prétendait, pour pratiquement contrôler l'influence d'une communauté, il fallait contrôler aussi les naissances. Et une des manières, je dirais, d'éliminer ces populations, c'était aussi éliminer aussi hommes, femmes, enfants, pratiquement tout le monde. Je prends le cas rien que d'un petit village dans lequel je suis né, le petit village donc de ma famille personnellement, pratiquement toute la communauté, toute la famille a été exterminée, un seul survivant, ça aussi grâce à une famille musulmane parce qu'elle voulait l'adopter. C'était mon grand-père. Tout le reste, donc 87 personnes de la même famille ont été éliminées. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas cette femme qui voulait adopter mon grand-père, aujourd'hui, je ne serais pas là. Donc, c'est une des raisons d'attaquer contre. Donc, les enfants, tout le monde était bien sûr ciblé. L'idée, c'était l'éradication complète pour essayer pratiquement de supprimer, et on viendra peut-être après pour expliquer, Atatürk, il va terminer pratiquement ça en changeant les noms, les prénoms, etc., pour pratiquement éliminer toute trace de chrétiens, etc., même et de communautés chrétiennes, que ce soit arméniennes ou syriaques ou assyriennes, etc. Oui, je voulais continuer à préciser les choses sur le fait qu'effectivement, il y a une méthodologie. On va parler un petit peu du Tour Abdin après, où là, vraiment, on est dans des régions où il n'y avait aucun combat au Tour Abdin, aucune guerre, et où ça a été un massacre scientifiquement organisé, qui fait penser à celui des Arméniens, tout à fait du même type, avec toujours la même méthodologie. On tue d'abord les élites, on va avoir les notables, les élites, ensuite les religieux. Les religieux, ensuite on tue les hommes, et ensuite on tue ou on viole et on convertit de force les femmes et les jeunes filles. Tout ça accompagné éventuellement de déportations vers la mort, vers les déserts de Syrie, etc. Donc il y avait une méthodologie vraiment parfaitement organisée, on n'est pas dans de l'amateurisme. Je reviens juste sur le Hakkari et la partie iranienne pour dire qu'on parle toujours du génocide de 1915, mais en réalité ça s'est étalé sur des années. C'est-à-dire qu'on a parlé de ce qui s'est passé en 1914-1915, mais les combats ont duré après, en 1916, 1917. En 1917, qu'est-ce qui se passe? Il y a la révolution russe. Les troupes russes vont se retirer fin 1917, puisque avec la révolution, il y a un accord qui est passé entre les Russes et les Allemands. Et donc, les Assyro-Chaldéens qui étaient réfugiés en Iran, à Urmia, à Salamas, dans les villages, se retrouvent seuls. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ils sont seuls, ce sont des paysans avec quelques fusils, seuls devant l'armée ottomane, qui est une immense armée moderne. Et donc les Ottomans vont évidemment, pendant des mois et des mois, ils vont défendre les choses. Ils reçoivent un petit peu d'aide des Anglais, des Français qui tentent de maintenir des troupes qui puissent résister aux Ottomans. Il y a des Russes blancs, c'est-à-dire des Russes anti-bolcheviques, qui sont là aussi et qui aident un petit peu ces chrétiens. Et donc de janvier à juillet, ces chrétiens, ces Assyro-Chaldéens vont pouvoir résister. Et puis arrive en juillet 1918, les Anglais qui, eux, sont en Irak. L'armée anglaise remonte en Irak. Donc on voit qu'il y a beaucoup de stratégies de la part des Occidentaux. Et malheureusement, beaucoup de promesses ont été faites aux Assyriens qui n'ont pas été tenues. Et donc les Anglais disent, cette petite armée assyrienne qui tentait de défendre les régions d'Urmia doit descendre vers Hamadan, doit abandonner ses positions.
Et donc il va y avoir un nouvel exode en juillet 1918, où tous ces Assyro-Chaldéens qui étaient encore dans cette région d'Ourmia vont à nouveau partir dans un immense exode. Il faut voir que ce sont des survivants, des gens qui déjà ont passé 3 ans, 4 ans dans des conditions apocalyptiques. Beaucoup sont morts, ce sont des survivants. Ces survivants vont entamer un nouvel exode vers le sud, vers l'Irak. Et là, ça a été dramatique. Ils sont sans arrêt harcelés par des troupes qui leur tirent dessus, qui les attaquent, qui saisissent les filles, qui les violent, qui les emmènent. Et ceux qui ne peuvent pas partir restent, ceux qui sont trop faibles, etc., restent dans la région d'Ourmia. Et là, l'armée turque arrive, et ça va être vraiment des massacres de masse. Et il y a aussi, y compris dans les missions françaises, américaines, Monseigneur Sontag, qui était le représentant du Vatican là-bas, sera tué. Ça va être absolument affreux. Donc ça s'étale jusqu'à 1919. En 1919, on a encore, après la fin de l'armistice signé par les Turcs, on a encore des massacres dans cette région pour éliminer les derniers chrétiens qui restent dans cette région d'Ourmia. Donc, fait par des populations souvent iraniennes aussi. Donc on voit que c'est une histoire longue et compliquée qui aboutit à la disparition quasi totale des Assyro-Chaldéens de cette région. Et après la guerre, interdiction de retour. Malgré les armistices, ils ne pourront jamais revenir. Après, il y a le Tour Abdin, où c'est beaucoup de choses. Le Tour Abdin, c'est pratiquement la même chose. Alors, redites-nous ce que c'est que le Tour Abdin. Le Tour Abdin, de nouveau, c'est l'organisation, comme Robert vient de dire, était tellement bien organisée. Pardon, c'est où exactement le Tour Abdin, donc aujourd'hui, les frontières de nord-est de la Syrie et de sud-est de la Turquie. C'est ce qu'on appelle la Mésopotamie du Nord aujourd'hui. Cette région qui dépendait de la province de Diyarbakir à l'époque. Donc, c'était le gouverneur Rachid Pacha qu'ils appelaient. Donc, ce médecin avait bien remplacé pratiquement tous les cadres de l'ancien régime et a choisi ses propres personnes pour essayer d'éliminer. Et les seuls survivants qui ont pu sauver, c'est dans un seul village qu'on appelle Ain Wardo, cette résistance de Ain Wardo qui a permis de sauver ces quelques communautés, ces quelques villages à l'intérieur, je dirais, de cette immense région qui était entièrement chrétienne à l'époque. Et aujourd'hui, actuellement, il n'y a même plus de chrétiens dans cette région, quelques centaines de personnes, alors que c'était le berceau de la civilisation chrétienne qu'on avait dit. C'est bien impressionnant. Est-ce qu'on a une idée du nombre de morts? Est-ce que c'est chiffrable? Là, il y a des débats, parce que tous ces génocides, on l'avait bien vu il y a quelques décennies pour la Shoah, chiffrer les choses, ça n'est pas simple. Et pourtant, on était en Occident avec des systèmes modernes de comptage de population. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a entre 250 000 et 750 000 morts, ça c'est certain. Pour avoir une fourchette plus précise, je ne sais pas si Fikri a des informations. Oui, c'est-à-dire qu'avec les nouvelles découvertes actuelles, on commence pratiquement à imaginer plus de 500 000. Oui. C'est-à-dire que maintenant, personnellement, j'ai découvert des choses vraiment extraordinaires, je dirais, dans le sens des découvertes quand j'étais aux archives du Vatican. J'étais surpris de voir là-dedans le nombre de chrétiens qui étaient placés à gauche, à droite, donc bien sûr les écrits des missionnaires. Mais aujourd'hui, la non-existence des chrétiens dans ces régions-là nous suppose un nombre supérieur à celui de 500 000. Ouais. Ah ben là, on va, après le moment du génocide, on arrive vers l'après-génocide, si j'ose dire. Alors on va encore retrouver votre documentaire, Robert Allo. Donc on est à peu près vers la fin. On va un peu voir ce qui se passe. Donc c'est un dernier extrait des derniers Assyriens de Robert Allo. Après la guerre, l'Occident redessine les nouvelles frontières du Moyen-Orient. L'ancien empire ottoman se réduit à la Turquie. La France hérite de la Syrie. La Grande-Bretagne a mandat sur l'Irak, la Jordanie et la Palestine. Les terres sur lesquelles vivaient traditionnellement les Assyro-Chaldéens et les Kurdes sont divisées entre Turquie, Iran, Irak et Syrie. Malgré les promesses des alliés, les traités de paix ne leur accordent aucun territoire. Et ils achèvent de se mettre à dos les peuples de la région en s'engageant comme supplétifs dans l'armée britannique pour réprimer les révoltes kurdes et arabes. Ce sont les Assyrian Levies. Devenus indépendants, les Irakiens les déciment en représailles dès 1933. Beaucoup s'enfuient vers la Syrie et plus encore vers l'Amérique.
il ne reste aucun nestorien en Turquie. L'église de Koçanes, résidence du patriarche assyrien en 1915, inaccessible dans une zone interdite par l'armée turque, reste un des derniers vestiges de 15 siècles de présence. Les derniers Chaldéens sont partis en France dans les années 80. Près de 30% de la population de Turquie était chrétienne en 1900. Elle en représente aujourd'hui moins de 0,1%. Fuyant la guerre entre l'État turc et les nationalistes kurdes, les derniers Syriaques du Tur Abdin ont rejoint la Suède ou la Hollande. Voilà, donc c'est des images un peu accablantes. Après-guerre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez dit que les massacres continuent, mais en fait, est-ce qu'ils sont revenus? Donc, l'État turc, la nouvelle République turque de Mustafa Kemal, a toujours empêché les survivants du génocide de revenir. Les Assyriens du Hakkari n'ont jamais pu revenir au Hakkari. Ils se sont retrouvés réfugiés en Irak. En 1933, il y a eu des nouveaux massacres en Irak des Assyriens qui se sont à ce moment-là réfugiés en Syrie, qui était française, et ont fondé les villages sur le Khabour, au nord-est de la Syrie, qui sont maintenant touchés par la guerre en Syrie. Et les Assyriens n'ont jamais pu rentrer sur leur terre, et l'exode a continué, car la Turquie de Mustafa Kemal a continué à exercer des discriminations massives, moins sanglantes, mais massives contre les chrétiens de cette région. Et on empêchait les gens de travailler, on saisissait leurs terres pour les survivants. Comme dans tout génocide, il y a des survivants. Et donc, en 1920-1925, on a continué de voir des chrétiens du Tur Abdin fuir vers la Syrie française. Et eux aussi ont fondé des villes comme Kamishli, comme Assaké. Et tous les Syriaques ou les Assyro-Chaldéens qu'on retrouve aujourd'hui au nord-est de la Syrie sont des survivants du génocide. Oui, et aussi parce que la date de 1933, tu as parlé surtout de l'élimination de ces villages assyriens de l'Irak, mais en même temps, Atatürk, ce qu'il va faire, il va interdire la présence des religieux sur son territoire. Et c'est ainsi comme ça, l'exode des patriarches syriaques, orthodoxes, catholiques, chaldéens et nestoriens va être définitivement au dehors de la Turquie. Et en Syrie, en particulier. En Syrie, particulièrement. Aujourd'hui, Alep, c'est surtout Damas, qui se trouve surtout à Damas actuellement. Oui. On arrive à la fin de l'émission. J'ai une dernière question, peut-être un peu personnelle. Comment on s'en remet de ça? Est-ce que l'Église s'en est remis? Comment est-ce que vous vous voyez? C'est une question un peu difficile parce que se remettre de génocide, c'est pas évident. Oui. C'est-à-dire que l'organisation est tout à fait autre chose. Et il y a des nouveaux pays, de nouvelles politiques qui apparaissent et les églises sont soumises à d'autres obligations, à d'autres autorités qui ne sont plus ceux de l'Empire ottoman, mais avec d'autres, exigences. Aujourd'hui, la majorité des Assyro-Chaldéens syriaques se trouvent en Occident. Même si les leaders religieux se trouvent en Orient, sauf celui de l'Église assyrienne se trouve aux USA, sinon la population en majorité se trouve ici en Occident. Donc là aussi l'organisation est un peu différente. On commence un petit peu à réagir à l'occidental, par rapport à les chefs religieux, reste un petit peu avec la mentalité orientale. Donc il y a quelques soucis encore à ce niveau-là. Vous avez peur de perdre votre identité? Bien sûr, chaque jour. La langue, l'identité, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup d'exemples. Les Assyro-Chaldéens qui ont quitté la Syrie en même temps que l'armée française dans les années 50, aujourd'hui en France, on n'a plus de nouvelles du tout. Plus de 500-600 familles à l'époque, aujourd'hui aucune connaissance. Donc ils sont devenus pratiquement français, assimilation. Voilà, assimilation. Ce n'est même plus d'intégration, c'est vraiment assimilation. On a peur de ça, oui. Je travaille depuis 20 ans sur ces minorités assyro-chaldéennes et il y a une chose qui est vraiment intéressante, c'est qu'il y a un phénomène qui se produit, qui fait penser un peu à ce qui a pu se passer pour les Juifs, une évolution de l'identité, et effectivement avec la menace de disparition en Occident, la question du génocide devient un des pôles de la reconnaissance identitaire. Mais cette diaspora, c'est aussi, le fait de vivre en Occident, c'est aussi un avantage. D'où ces recherches qui viennent de se faire sur l'Occident. Heureusement qu'on est ici en Occident pour faire toutes ces recherches. Ni en Syrie, ni en Irak, ni en Iran, ni en Turquie, on n'était pas autorisé à le faire.
Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir fait découvrir ce génocide. Je pense que pour beaucoup de téléspectateurs, ça sera une découverte. Alors, je redis les titres de vos documentaires, Robert Allo. Seifo, l'élimination, centenaire d'un génocide, il est en train d'être fini. C'est ça, je finis là actuellement. Voilà. Il est quasiment fini. Et puis celui qui est plus ancien, Les derniers Assyriens, donc, qui est paru en 2003. Et puis, Fiki Gabriel, j'ai dit, vous êtes le président de l'Institut syriaque de Belgique et vous avez fait une exposition itinérante qui s'appelle Seifo 1915, le génocide des Assyriens syriaques. En collaboration avec la région Wallonne. Donc avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, je ne sais pas si on le voit peut-être un peu plus haut, voilà, comme ça. On peut voir cette exposition comment ? Via notre site de l'Institut. Sinon, donc, il circule un petit peu partout en Belgique pour le moment. Et on espère que ça sera en France bientôt. On espère aussi. Voilà. Merci vraiment à tous les deux de nous avoir fait mieux découvrir et mieux comprendre ce qu'était ce génocide. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Merci encore et à la semaine prochaine.